et je partage l'écran. Voilà. Donc voilà, c'était notre jeu numéro 4. Donc je raffiche. Hein, donc, comme je le disais, certaines personnes ont bien répondu, hein, et puis d'autres sont encore un petit peu, on va dire, dans le doute hein, de ce qu'ils font. Il faut bien observer l'ensemble. Donc on est dans cette centrale hydraulique, vous vous souvenez, et puis dans le cadre de cette centrale hydraulique, je veux bien afficher le fichier, hein, dans le cadre de cette centrale hydraulique, c'est pas celui-là, bien sûr, à chaque fois je vais avoir un problème, quand je vais avoir un fichier, une slide, parce que j'ai tellement de fichiers ouverts que... Ben oui, je crois que j'en étais arrivé à la slide où j'avais présenté tout, hein, d'accord? Donc effectivement, c'est ici, vous voyez, et donc dans un tunnel, on fait passer les poissons. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils se fassent écrabouiller hein, par la turbine. La turbine, elle est à côté, hein, elle n'a entre autres pas grand-chose à voir. Et il y a un tunnel d'échappement pour les poissons, et on peut voir effectivement pas mal d'éléments concernant ces poissons. Alors revenons au jeu. Hein. Donc, ce qu'on va d'abord remarquer sur cette caméra, c'est qu'il passe donc des individus. Okay, on n'a pas des gros peuplements, mais il peut passer un individu, comme ici, vous voyez, là, il y a un demi-poisson qui monte le bout de son nœud, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poissons. Là, on voit qu'en gros, au moins 8 poissons sont passés, okay, ou presque 8, excusez-moi. Donc, on a ici certainement pas une troupe de poissons qui va passer dans le tunnel d'une façon instantanée. Hein. Donc, si le temps d'observation va être une journée, on ne dit pas quel est le temps d'observation. Le poisson ne va pas mettre une journée à traverser le couloir, on est d'accord. Donc, on s'intéresse à une globalité sur une journée avec des événements qui peuvent aller dans l'unité de temps qui sera mesurée. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est la demi-heure? Est-ce que c'est la minute? En tout cas, on va avoir ici un nombre d'observés par unité de temps, c'est-à-dire une journée, donc une fréquence d'observation, c'est-à-dire on va établir une loi de probabilité. Et quand on voit ceci, on se doute bien qu'il ne va pas y avoir beaucoup de poissons qui vont passer par unité de temps. Donc on se retrouve avec une loi de probabilité qui gère les événements rares, sachant que cette loi de probabilité, ses présences va être associée à une variable qualitative qui va être présence ou absence du poisson dans le cadre d'observation. Okay. À ceci, on associe la loi de Bernoulli, W égale 1, réussite, donc s'il y a présence, W égale 0, échec, il y a absence, et puis on tire, on considère donc tout ce qui va se passer dans l'ensemble de la journée, et donc on va se confronter à un échantillon. Cet échantillon va suivre une loi de poisson, hein. Une gestion des événements rares, c'est une loi de poisson. Alors bon, d'accord, c'était un jeu de mots, hein. C'est pas la poisson, jeu de poisson, c'était peut-être pour effectivement vous mettre sur la piste, peut-être, hein. Mais on est là pour apprendre des choses, donc effectivement, même si vous avez été mis sur la piste par le jeu de mots, effectivement, c'est une loi qui gère les événements rares. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir 0 observation hein, que 4 ou 5 ou 6. Et il y a la même chance d'avoir 0 ou 1. Donc là, ça vous mettait aussi sur la piste d'une loi de poisson, parce que c'est typiquement le diagramme d'effondrement d'une loi de poisson. Hein. C'est un diagramme en bâton. Il n'y a pas possibilité d'avoir 0,5 poissons observés ou 1,5, hein, d'accord? C'est soit on en a 0, soit on en a 1, soit on en a 2, soit on en a 3, soit on en a 4, d'accord? Et on regarde sur un laps de temps donné combien on en observe, d'accord? Donc, effectivement, la probabilité d'observer, parce que c'est bien de ça dont il s'agit hein, ici qui manque, hein, là c'est le nombre de poissons observés par unité de temps, donc en une journée, ok? Et bon, ici, c'est la probabilité d'observer ce nombre de poissons. Donc ici, on a un petit peu plus que 0,38 pour 0,37 pardon, pour P de x égale 0, si x est le nombre de poissons observés dans une unité de temps, d'accord. C'est la même chose ici. Donc on a déjà, rien que pour les deux, là, on a presque les 3 quarts hein, en probabilité. Donc on a 3 quarts de chance de ne pas avoir plus d'une observation par unité de temps. Et puis ensuite, on a à peu près 0,18 pour P de x égale 2, 0,6, 0,7 pour P de x égale 3, etc. Et ça s'effondre, vous voyez. Donc, la loi de distribution semble sur une loi de Poisson. Je ne demandais pas plus, je ne demandais pas de justification particulière. Moi, je vous l'explique, hein, pourquoi c'est ça. Et vous pouvez dire,
de toute façon, le passage des poissons dans le tunnel d'observation est un événement rare. Okay, la variable étudiée, c'est le nombre de poissons qui défilent en une journée. Okay, ça ne veut pas dire que c'est le nombre de poissons qui traversent la rivière, c'est ceux qui sont passés à travers le couloir. Alors effectivement, ça ressemble à du marquage. Hein. Quel est le pourcentage de poissons qui vont passer par le couloir quand on sait que effectivement, d'autres poissons passent par une autre voie. Mais ça nous permet, vous voyez, par ailleurs, d'avoir la possibilité de mesurer ces poissons, puisqu'ici on a une règle là, d'accord. Et peut-être que certains subissent aussi un traitement, là peut-être pourquoi pas on les pèse, là j'en sais rien du tout, là il y a un appareillage qui me paraît un peu curieux, qu'il faudrait élucider. Donc on en profite pour faire du quantitatif en même temps, vous voyez. Donc non seulement on étudie les poissons qui passent en termes de type de poisson, d'accord. Donc ça c'est une variable qualitative, nombre de poissons qui passent, la fameuse loi de poisson, nombre de poissons d'une espèce donnée. Hein. Ici, il s'agissait des truites de l'Atlantique. Hein. Donc là, c'est pas parce que là je vois passer, je sais pas moi, des dorades ou je ne sais quoi, je sais pas comment on peut appeler ça, que ça va être des truites. Hein. Tiens, on l'a une ici, une truite. Là, non, pardon, là c'est oui, c'est une petite truite. Là aussi, c'est une truite de l'Atlantique. Là, c'est une anguille, hein, qui est un poisson aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse à l'ensemble des poissons aussi. Hein. Mais on a la possibilité de faire une pierre de coups, donc de faire une étude quantitative en même temps dans ces tunnels d'observation. Okay, mais là n'était pas la question. Donc le type de cette variable précise est soit vous vous intéressez à la présence ou à l'absence du poisson, donc c'est qualitatif, c'était effectivement accepté, soit vous vous intéressez au nombre de poissons apparus par unité de temps correspondant à la nature truite de l'Atlantique, donc l'unité de temps, c'est par journée. Et ça suit une loi de poisson, d'accord? Ensuite, la nature, c'est qu'elle est quantitative discrète. Quantitative discrète. Pourrait-on aller au-delà de 8? Oui, mais comme l'ont écrit certains étudiants, la probabilité sera quasiment nulle. C'est pour ça qu'on ne le met pas sur le diagramme, ça n'apporterait rien. Ça serait tassé à rien, ça se confondrait avec l'axe. Mais effectivement, elle n'est pas nulle, elle est quasiment nulle. Donc on pourrait aller au-delà de 8, il n'y a aucune limite. D'accord? C'est le nombre de poissons observés par unité de temps. D'accord? Ajoutez les légendes manquantes, ça on l'a dit, hein, probabilité que x égale k, et là c'est x. Les k sont 0, 1, 2, 3, 4, etc. Des valeurs discrètes. Un histogramme ne sera pas plus élevé? Certainement pas. C'est une variable discrète, donc l'histogramme est réservé aux variables continues. Ça vous va? Donc voilà, j'ai fait une correction en direct, c'est pas plus mal, hein, d'accord? Pour répondre à ta question, Lorna, la loi de Poisson est suivie par le nombre de truites de mer de l'Atlantique observées en 1 heure. C'est ça la loi de Poisson, c'est ça la variable qui suit la loi de Poisson, hein, Lorna, si j'avais pas été assez clair. Ça vous plaît ces jeux alors? Oui, ça nous distrait un petit peu de l'ambiance générale et ça nous permet d'apprendre des choses. Donc, moi, je suis en train de réfléchir, comme je l'ai dit à deux d'entre vous, ben, ça devait être samedi dernier là, pour les corrections, je suis en train de réfléchir à un enseignement uniquement fondé sur le jeu. C'est-à-dire qu'on commence l'enseignement par des jeux, c'est l'objet de discussion, et puis on explique tous les concepts qui sont associés au jeu, et ça nous permet de faire soit une révision, soit une découverte de ces concepts. Et puis bien sûr, on manipule des fichiers associés au jeu pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut arriver à faire comme travail pratique sur ces fichiers. Et on passe au jeu suivant. Donc voilà, je vais sûrement présenter ça comme objectif pédagogique sous peu à mes instances, en espérant que ça vous plairait un truc comme ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le jeu qui illustre un cours, on est dans le jeu qui devient le centre du cours. D'accord? Donc, c'est toujours les mêmes qui répondent. J'aimerais bien que les 23 étudiants répondent. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, oh là 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 là. Bon, ok. Donc, je vois que moi, la prochaine fois, c'est à ça que je vais penser. C'est-à-dire, on joue. Et puis, bien sûr, ça nous permettrait de faire le diagramme qu'on a vu et tout, etc. Mais on prend tout à l'envers, vous voyez? On prend tout dans le sens du jeu. Et non plus dans le sens de la démonstration rigoureuse que j'emploie, etc. C'est-à-dire qu'on voit les choses d'une autre façon, mais on arrive au même résultat. D'accord?
Bien, il y aurait des défis, bien sûr, il y aurait des défis, évidemment, hein, sur chaque séance. Voilà, par exemple, Juliane, merci. Donc, on reprend. Hein, donc, voilà. Donc, il y a des étudiants qui vont avoir. Alors, c'est sur un point les jeux, hein, parce que c'est du temps limité, c'est pas autant de temps qu'un défi, il faut pas exagérer non plus. Et puis parce que c'est pas si compliqué que ça, et le prof en général vous met sur les rails pour que vous ayez des réponses cohérentes. Donc il y a des gens, il y a des équipes qui ont eu un point, hein, c'est clair. Hein, j'ai lu les réponses. Il y a au moins 3 équipes qui ont eu un point, au moins 3. Pour les autres, faut voir. Peut-être ça sera 0,5, 0,75. Puis d'autres, malheureusement, qui avaient encore besoin de revoir les choses. Donc, je pense qu'avec les jeux qu'on a fait, les défis et puis tout le cours et tout ce qu'on a obtenu, vos connaissances quand même commencent à s'asseoir et vous avez vu que en 24 heures, vous avez quand même appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sans vous en rendre compte. Alors, on continue notre histoire là de fichiers là, puisqu'on a fait ce jeu. Et on va continuer. Donc, le jeu, vous voyez, c'est le jeu 3 là. Je vais rajouter dans le graphe. Donc, vous l'avez, ce diagramme. Hein, je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici dans l'espace L2S4. Donc, l'espace L2S4, je vous l'ai mis ici, vous voyez. Quand vous allez dans l'espace L2S4, maintenant, vous avez séance 7. Et parmi les fichiers que je vous ai donnés, bon, je ne vous dis pas qu'on va tous les utiliser. Vous avez une petite vidéo qui vous explique ce que c'est que le test Shapiro-Wilk. Ne la déclenchez pas maintenant, vous la verrez plus tard, qui vous rappelle ce qu'on a vu. Hein. Les fondements d'analyse bivariée, donc vous avez un petit laïus que vous pourrez lire. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez le lire seulement la prochaine fois. Ce n'est vraiment pas une obligation, ce petit laïus. Hein. Je vous l'ai mis comme ça. Et vous avez un fichier dont on ne s'est pas encore servi, qui va nous servir à établir la suite de notre travail. Et vous retrouvez notre graphique complet, la graphique complet de data science portant sur l'exemple d'environnement. Et quand vous cliquez dessus, vous avez bien le fichier que je vous ai affiché qui est à vous, que vous pouvez manipuler, regarder, archiver. S'il vous plaît, ne diffusez pas ça sur Internet. C'est du travail, c'est ma propriété intellectuelle, et si je vois ça au Canada exploité et vendu, je serais vraiment très très en colère, d'accord? Donc, essayez de le garder pour vous. C'est pour mes étudiants que je le fais, c'est pas pour les autres, d'accord? Vous le comprendrez, hein, évidemment. Et puis là, je vous ai mis How to build a dataset. C'est une façon de réaliser un dataset, un sous-ensemble. Ce n'est pas une obligation, c'est pour les plus curieux et pour voir un petit peu si vous êtes capable d'arriver à ce sous-ensemble et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourra en faire de ce sous-ensemble. Justement, on va travailler à ce moment-là sur les deux collecteurs que sont Marie et Franck. Mais c'est vraiment un challenge là, c'est vraiment pour les curieux de chez curieux de chez curieux. Hein. Je ne cherche pas à ce que vous soyez tous capables de faire ça. Ok, donc c'est surtout, vous avez ici le graphique complet de data science sur l'exemple environnemental. Je vais mettre effectivement plus de fichiers progressivement sur le site web. Et puis vous savez que tout à l'heure, le défi 7 va apparaître dans les cases du défi. D'accord? C'est-à-dire ici, pour l'instant, on a l'ancienne version de la page du défi, mais dès que le cours va s'arrêter, en quelques minutes, vous allez avoir une mise à jour des défis et vous allez voir apparaître le défi 7. Bien. Alors pour les plus curieux, vous avez vu que je vous ai mis quelques petites vidéos comme celle sur les débris spatiaux qui sont intrigantes. Je pourrais poser une question en fin de séance sur ces débris spatiaux. Ensuite, propriété des estimateurs. C'est une vidéo qui commence à être costaud, là, d'accord. L'utilité des estimateurs, c'est une vidéo que j'avais fait, c'est un résumé de cours que j'avais fait avec mes étudiants de l'année dernière. Parce qu'il m'apparaissait tellement en désarroi que j'ai dit, bon, allez, d'accord, je vais faire un truc sur les estimateurs. Mais ce n'est pas une obligation cette année. Et je vous réserve ça pour les plus curieux ou pour vous aider pour ce qui va être, on va dire, une aide à vos cours de stats si vous êtes dans la panade. D'ailleurs, vous pouvez toujours rester en contact avec moi si vous êtes dans une très grosse panade avec vos cours de stats. On pourra trouver une solution pour vous donner un coup de patte. D'accord? Donc, enregistrement vidéo en live de cette chose que j'avais fait l'année dernière avec mes étudiants. Vous verrez que parfois, j'utilise on va dire des métaphores comme le mètre qui mesure la distance entre deux informations, un mètre réglé dans une unité particulière, qui peuvent aider les étudiants à comprendre ce que c'est qu'une statistique de test, ou du moins que la valeur observée de la statistique de test. Fermons la parenthèse,
Alors, revenons à nos moutons. Nous étions donc sur cet objectif avec, alors vous voyez, commencer à avoir des éléments nouveaux, le jeu 3 à la centrale hydraulique, le fichier 3 qu'on est en train d'étudier et qu'on va terminer d'étudier, qui veut nous mettre sur la piste de la régression linéaire tout doucement. Mais nous savons que nous avions une ANOVA qui avait été engagée et qui nous avait montré, je retrouve mon fichier R quelque part, là voilà, qui nous avait montré effectivement des différences significatives entre les niveaux de phosphate, puisque c'est ça qu'on avait tendance à étudier, qui nous permettait de parler d'un effet du site sur notre concentration en phosphate, avec toutes les limites que ça représentait, bien évidemment. D'accord? Alors, plusieurs choses à mentionner. C'est que pour faire une ANOVA, il faut non seulement contrôler la normalité de la distribution des données dans les trois populations, hein, séparément. Hein. Vous avez bien compris que c'est par population, parce qu'il n'y a aucun intérêt à dire que ça suit une loi normale, cet ensemble, puisqu'il y a des différences. Ça ne peut pas être une loi normale. Il y a trois lois normales, hein, potentielles, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi vérifier, voyez-vous, et que la distribution est homocédastique. Alors j'espère que j'ai toujours le partage d'écran. Je vérifie très vite fait en faisant ça. Excusez-moi, hein, c'est un peu long. Oui, j'ai le partage d'écran et que j'enregistre bien. Oui, c'est bon, j'enregistre bien. Du coup, je retourne à mes moutons. Et donc, l'homocédasticité, c'est le fait que la variance est homogène dans les différents groupes. Statistiques. Ah, il y a un pop, ça veut dire qu'on m'écoute, on m'entend pas. J'ai pas mis mon micro aussi. Oui. Homo-C. Alors ça vient du grec. Hein. C'est pourquoi il y a S-C-E-D-A-S-T-I-C-T. Homocédasticité. Homo quoi? C'est bien ça. Heureusement que tu me le dis, Camille. J'étais parti dans mon délire, c'est-à-dire homogénéité de la variance. Ça ne veut pas dire égalité hein, dans la variance, mais on va poser en hypothèse nulle que dans les populations d'origine, vous avez l'habitude, les variances sont égales, donc homogènes dans les groupes qui sont les échantillons. Et donc, si le test passe, cette hypothèse nulle ne sera pas acceptée, mais ne pourra pas être rejetée. Donc, vous êtes encore dans un cas où il ne faut pas rejeter l'hypothèse nulle hein, dans les différents groupes. De l'analyse. Voilà. Donc, homocédasticité, c'est vraiment un truc. Alors, vous pouvez sortir à votre prof, mais vous ne dites pas que ça vient de moi, monsieur ou madame, est-ce qu'on ne doit pas vérifier tout d'abord l'homocédasticité? Vous allez voir le froid que ça va jeter. Si, mais non, mais c'est pas la peine de le faire parce que ce serait absolument amusant de voir ce qu'ils vont vous dire. Donc c'est pour vous dire qu'on vous prend vraiment pour des jambons et qu'on ne vous explique pas les choses d'une façon simple parce qu'il faut aller vite pour faire des exercices de style. Or, la vie n'est pas faite d'exercices de style, sinon tout ce qu'on entreprend marcherait, y compris les vaccins. D'accord? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut des essais et des erreurs conjointement menées et de façon sérieuse pour arriver à des éléments tangibles. Donc, je reprends ce que je disais sur mon analyse R. L'homocédasticité va donc devoir être testée. Donc, je fais statistique, variance. Et là, comme j'ai trois groupes, je ne vais pas faire un test de variance. Le petit truc qu'on appelle le test de Fisher, ce que j'appelle moi le test à 2 balles de Fisher, hein, mais le test de Batlett ou le test de Leven. Et moi, j'ai une préférence pour le test de Leven, mais on va faire les deux. Test de Leven. Sous-jacent, ça veut dire que dès que je vais sélectionner alors, vous avez bien compris la notion de variable réponse et de variable facteur, hein, c'est-à-dire que la variable réponse, c'est la variable à expliquer, qui doit être expliquée, et le facteur est la variable explicative. Donc forcément, si on parle de facteur, c'est qu'on est dans le cadre de l'ANOVA. Si on est dans le cadre de l'ANOVA, c'est qu'on va pouvoir faire ce test d'homocédasticité avec un facteur qualitatif, qu'il soit ordinal ou nominal. Donc là, je vais choisir phosphate, je vais choisir site,
Je pourrais choisir ingénieur aussi, pour voir justement s'il y a des différences de variance. Et je vais soit centrer sur la moyenne, soit centrer sur la médiane. Étant donné le test que l'on réalise, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut laisser la médiane. Je ne rentre pas dans les détails. Je veux simplement que vous ayez la possibilité d'analyser le résultat. Je ne vous demande pas d'être des fortiches dans l'expression de l'estimateur sous-jacent dans le test de Leven. D'ailleurs, il y a plein de vos profs qui seraient incapables de le donner. Et même moi, si je peux me targuer de le savoir et de me vanter de vous l'enseigner, à quoi ça va me servir? Puisque ça ne vous servira à rien. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de cliquer sur les bons boutons et de savoir analyser le résultat d'un test de Leven. Ça, c'est beaucoup plus important. Donc, que vous sachiez faire la part des choses entre la variable réponse et la variable facteur. Je clique sur OK et j'ai tout de suite la réponse. Ici, j'ai la p-value qui vaut 0,78, c'était à peu près 0,79. Donc, j'ai 79% de chances d'obtenir par le hasard de telles différences sur les variances. On les regarde, les variances, elles sont là. D'accord? Ici. Donc, ces variances peuvent différer rien par le fait du hasard. Donc, elles ne sont absolument pas associées au site. Donc, tant mieux, ça veut dire que on va rejeter l'hypothèse H1, on la rejette, l'hypothèse H1, de différence entre les variances dues au groupe, et on ne va pas rejeter, regardez bien le vocabulaire que j'emploie, écoutez-le bien, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des variances dans les populations, c'est-à-dire d'homogénéité des variances dans les échantillons que l'on considère. Autrement dit, on peut partir du fait que la variance est homocédastique, c'est-à-dire homogène dans les groupes considérés, c'est-à-dire quel que soit le site, on a à peu près des variances qui se tiennent. Et ça se voit à l'œil. 0,05, 0,035, 0,040 unités, d'accord, au carré. Attention, on a élevé tout ça au carré, c'est des variances, c'est particulier, d'accord. Donc, la valeur de f, vous n'en aurez rien à faire. Ce que vous jugez, c'est la p-value. Autrement dit, ici, on est encore, comme dans le cas de la normalité, dans un test où nous cherchons à ne pas rejeter l'hypothèse nulle, on ne peut jamais l'accepter, mais on est plutôt dans le confort pour dire qu'il y a peu d'éléments qui s'opposent à dire que la variance est homogène dans les groupes. Même si on n'en a pas l'assurance, il y a peu d'éléments qui s'opposent à dire que la variance est homogène dans le groupe. On va même être plus honnête que ça en disant que l'échantillon qu'on a là sous les yeux ne nous permet pas de rejeter l'hypothèse d'homogénéité de la variance. Voilà, comme ça sera clairement dit. Et là, quand on a les deux, c'est-à-dire homocédasticité et distribution normale dans tous les groupes, alors on a le droit de faire un test paramétrique comme le test ANOVA. D'accord? Sinon, nous serions conduits à faire un test non paramétrique qui serait donc un test de Kruskal-Wallis. Vous voyez, il est ici. Alors, je pourrais le faire. Je choisis encore, oui, ça marche pareil, les phosphates comme premier indicateur, le site, comme variable réponse, le site comme variable de regroupement, on appelle ça aussi, et j'applique. Et vous voyez que l'ANOVA a un facteur comme l'ANOVA, comme l'analyse de variance de Kruskal-Wallis, nous donne quelque chose de très hautement significatif, c'est-à-dire que là, on rejette l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes, cette fois-ci. Je suis passé dans le test de Kruskal-Wallis, je ne suis plus dans l'homogénéité des variances. Là. Je fais un test sur les moyennes, donc qui est une analyse de variance par les moyennes et non pas une analyse de variance par ANOVA. Et donc là, j'ai quelque chose de cohérent, mais pourquoi passer dans le non paramétrique de Kruskal-Wallis, vous voyez qu'il n'est pas compliqué à mettre en œuvre, un non paramétrique, clic. Ensuite, test de Kruskal-Wallis, et je sélectionne la variable réponse et le groupe, et j'envoie la purée. Et ça me donne la même chose que, on va dire, ça me donne un résultat fondé sur la p-value. Le reste, je ne vous demande pas de le savoir. Vous voyez qu'un test de Kruskal-Wallis est basé sur un Ki2, au passage, d'accord? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous savez que le test de Kruskal-Wallis va être un test basé sur les rangs, un peu comme le test que Mann-Whitney, pas un peu, s'inspire du test de Mann-Whitney et de Wilcoxon. Donc, on est sur un test non paramétrique. Ici, on va avoir donc
une p-value qui va être associée à ce Ki2. Et ici, on a 3,25 10-11. Rappelez-vous que pour l'analyse de variance, oui, Yanis, Wilcoxon, c'est pour deux variables quantitatives, pour une variable quantitative, dissociée en deux groupes. D'accord? Groupe A, groupe B. OK? Donc, effectivement, vous voyez que dans notre analyse de variance, si je remonte plus haut, hein, OK, nous avions quelque chose de très faible aussi. Hein. Nous avions 2, 10-16. Et dans le Kruskal-Wallis, 3, 25, 10-11. Tout ceci est tout à fait cohérent. Bon, comme on n'a pas beaucoup d'éléments dans le groupe, ça aussi c'est important, il faut quand même qu'il y ait au moins 30 éléments dans le groupe. On ne les avait pas tout à fait avec 79, hein, d'accord? On peut considérer les deux statistiques, aussi bien Kruskal-Wallis que l'ANOVA, comme un résultat fiable. D'accord? Oui, Yanis, si l'échantillon est trop petit et qu'on ne peut pas forcément émettre l'hypothèse de normalité, on doit utiliser Wilcoxon ou Kruskal-Wallis si on a plus d'éléments, si on a plus de groupes que deux. Oui, Yanis. Pour cette suggestion et cette animation, je te mets 0,5 de plus. Tant pis, tu es en train de cumuler les points, mais là, j'avoue franchement que c'est très pertinent. Effectivement, Yanis, oui, tout à fait. Hein. J'espère qu'on vous l'a dit en cours. On vous l'a déjà dit, ça? Bah oui, bah avec moi, vous découvrez beaucoup de choses. Hein. Pas du tout. Bah écoutez, voilà, vous commencez à comprendre les cadres d'application d'un test non paramétrique. On était borderline hein, dans le test paramétrique. Est-ce qu'on allait l'utiliser ou pas? Oui, tous les arguments nous le donnent, homocédasticité, normalité, mais on était un peu juste en échantillon. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire parce qu'on a 25, 26, c'est pas loin de 30, c'est pas à peu près comme ça. Eh bien, par prudence, vous pouvez faire un Kruskal-Wallis en plus pour vous rassurer et vous voyez que on a des éléments cohérents, c'est-à-dire même en test non paramétrique, qui s'appelle Kruskal-Wallis quand il s'agit de remplacer une ANOVA, alors que le test non paramétrique qui remplace un test T s'appelle un test de Mann-Whitney ou de Wilcoxon. Il fonctionne sur les mêmes conclusions. Hein. Eh bien, ces tests non paramétriques vont tout à fait dans le sens des tests borderline qu'on a fait en paramétrique, borderline pour la taille de l'échantillon. Il faut vraiment vérifier qu'on ait 30, homocédasticité et distribution normale. D'accord? Vous voyez, vous avez fait plein de choses là. On ne peut pas lancer une ANOVA sans faire un test sur la normalité et un test sur l'homocédasticité. On ne peut pas lancer un test T non plus si on n'a pas vérifié ces éléments. D'accord? Bien. Alors maintenant, le clou du spectacle, c'est qu'on peut se dire, mais pouvait-on montrer qu'il n'y avait pas d'effet du manipulateur ou de l'ingénieur sur nos résultats? Eh bien oui, parce qu'on a la chance, alors là on est obligé de le faire en paramétrique, hein, donc dans les moyennes, de faire une ANOVA à plusieurs facteurs. D'accord? Alors on parlera des mesures répétées, on l'a déjà évoqué, et des ANCOVA plus tard, ok? Si on a le temps. Mais déjà, vous avez votre cerveau bien rempli. Là. Vous vous rendez compte de tout ce que vous savez utiliser là-dedans? Hein, c'est pas mal. Et encore, on n'a pas encore fait la régression linéaire, ce qu'on ne va pas tarder à faire, pour faire notre enquête. Alors, on continue sur notre lancée. On fait donc analyse des moyennes, plusieurs facteurs. Et là, on va choisir la distribution des phosphates en fonction des deux facteurs, l'ingénieur et le site. Je clique sur les deux, hein, d'accord, avec la touche de Shift. Laissez tomber le nom du modèle, là, on avait essayé de le changer, il attend et si vous écrasez un nom de modèle qui est déjà existant, c'est pas grave, c'est juste un petit nom dont on ne se sert pas pour jouer le modèle et pour les retrouver. Donc là, on va faire OK. Il me dit que ça existe déjà. Bon, si ça existe déjà, vous l'effacez. Il fait oui. Et puis là, on analyse direct en salle, d'accord? On analyse direct en salle et on voit tout de suite quelque chose d'important. J'espère que vous voyez assez bien là les éléments. Tout de suite quelque chose d'important, c'est que il y a un effet de l'ingénieur qui est testé, un effet du site qui est testé, et un effet conjoint de l'ingénieur et du site, c'est-à-dire à la fois du site et de l'ingénieur. Maintenant, on a le résumé des résultats.
L'effet ingénieur n'est absolument pas significatif. Ah tiens, ben on s'en était douté, hein, d'accord, on s'en était douté. Mais alors l'ingénieur, il n'y a que deux modalités. Mais vous voyez, on a le droit de faire une ANAVA à deux facteurs quand le premier facteur contient au moins deux modalités et le deuxième contient au moins deux. J'ai bien dit au moins deux dans ce cas-là. Et on fait une ANOVA à un facteur quand il en faut au moins trois pour ce facteur. Donc là, on avait trois modalités et là, on avait deux modalités pour l'ingénieur. Donc on était largement dans les clous pour faire une ANOVA à deux facteurs. On s'aperçoit de quoi? Pas d'effet du facteur ingénieur, p-value supérieur à 0,05, un effet très significatif du facteur site et pas d'effet conjoint ingénieur-site. C'est génial. Vous vous rendez compte? On a en un seul vue les résultats globaux de la possibilité de l'effet simple, alors non, pardon, de l'effet principal ingénieur indépendamment de l'effet principal site et de l'effet conjoint de l'ingénieur et du site, qu'on appelle un effet simple en stat. Oh là là, vous vous rendez compte, ils appellent ça un effet simple, ça un effet principal et ça un effet principal. Donc là, je le répète, vous avez l'enregistrement, vous commencez à être très cultivé, je dis ça pour les plus curieux, effet simple, pardon, effet principal, effet simple. Effet principal d'un facteur, effet principal d'un autre facteur indépendamment de l'autre, et ensuite, effet conjoint des deux qu'on appelle un effet simple. Ici, c'est les résidus, je vous en parlerai lors de la régression linéaire. Tout ceci est évident à analyser maintenant. Vous avez vu, hein, c'est rien. Et vous pouvez, d'un clic de souris, exploiter un fichier assez conséquent, parce que ce que vous pouvez faire pour 80 valeurs, vous pouvez le faire pour 550, pour 1270, pour 40 783. Vous voyez, vous pouvez vraiment commencer à analyser les choses de façon simple, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Pour le reste, je ne vous demande pas de savoir l'interpréter. Pour moi, si je vous donne un tableau comme ça, ce qui est important, c'est de pouvoir interpréter le fait que seul l'effet principal du site est déterminant. Le reste que dalle. Donc, dans une étude conjointe des effets de l'ingénieur et du site, eh bien, l'ingénieur n'intervient pas et le site intervient. Alors, on pourrait juste, pour terminer, voir l'effet seul de l'ingénieur. Et là, 0,5 points à gagner pour le premier. C'est avec quel test que je vais voir ça? L'effet de l'ingénieur? Yanis, tu n'as pas le droit de parler. Sauf Yanis. Laisse un peu les autres. Donc, quel est le type de test que je vais invoquer pour montrer un effet de l'ingénieur? Montrer ou pas? Très bien. Donc, vous voyez, hein, personne ne sait le trouver, c'est quand même curieux. Eh bien, c'est un test de student, évidemment, puisque j'ai deux modalités, l'ingénieur A et l'ingénieur B, donc Franck et Marie. Donc, je vais faire statistique, moyenne, test sur échantillon indépendant, on a déjà parlé de tout ça. Je vais choisir donc le taux de phosphate en fonction de l'ingénieur, et là, on me dit très clairement qu'il n'y a pas d'effet ingénieur sur mon taux de phosphate. Ouf, on respire, d'accord? Graphe. Je vais faire ici boîte de dispersion, phosphate, graphe par ingénieur, OK. Et on voit bien qu'effectivement, si on s'intéresse au schéma que j'ai obtenu, il n'y a pas franchement de différence marquante entre les valeurs prises par les uns et les autres, hein, d'accord? Parce que lui, il a droit à son erreur, elle a sa valeur extrême, et l'ensemble est tout à fait cohérent. Donc on voit bien qu'effectivement, quant au taux de phosphate, il n'y a pas d'effet ingénieur. Ça me permet de rebondir sur quelque chose d'important. Je vais corriger le jeu numéro 5, donc charger un jeu de données. Je vais aller dans jeu numéro 5. Je dois l'avoir quelque part ici. Pas le jeu, le défi, pardon, le défi numéro 5. Ça va être fait très rapidement. Donc, c'est Data Campagne de pêche, comment je l'ai appelé? Campagne de pêche, je crois que c'est ça. Non, c'est suivi poisson.
Ouvrir. Oui, c'est un fichier Excel, excusez-moi. Donc, je vais l'appeler poisson. Oui, vous allez voir, ça va très vite. Hein. Je vais dans suivi de poisson. OK, donc là, j'ai chargé mon fichier suivi de poisson. Vous vous souvenez de quoi il est fait, hein. Indice du poisson. Donc là, on voit qu'il y a des indices qui vont de A jusqu'à 16, premier échantillon, qui correspondait bien à la présentation que j'avais fait du tableau, B1 jusqu'à B14, et puis les concentrations de polluants, Zissir, etc. Alors par contre, j'ai engagé les statistiques, donc je vais faire statistiques, moyenne. Alors là, il me fait ça en grisé parce que je sais ce que j'ai fait, j'ai importé quelque chose avec des points et pas avec des virgules. Hein. Je vérifie. Si j'ai laissé les points, ben c'est dommage. J'en ai pas pour longtemps à corriger, vous inquiétez pas, défi. C'était des virgules pourtant. Donc je n'ai pas indiqué que c'était des virgules. Voilà pourquoi. Donc je recommence. Statistiques. Alors données. Charger un jeu de données, suivi du polluant poisson. Donc données. Importer des données, fichier Excel. Je vais y arriver, hein, c'est la fin de l'heure, bon, c'est toujours comme ça. Je vais l'appeler poisson. Et je vais faire attention à ce que je fais cette fois-ci. Je vais bien sûr importer le même fichier, mais, je suis allé trop vite encore une fois, statistiques. Bon, admettons. Non, en fait, je suis fatigué, tout était là, c'était bon. Donc, variable réponse, c'est polluant, évidemment, et on va dire que le regroupement, c'est l'année, d'accord? Option. Je vais faire un test bilatéral dans un premier temps, et puis après, je parlerai du test unilatéral. OK? Effectivement, ici, on voit qu'il y a une p-value de très faible qui va en faveur donc du rejet de l'hypothèse nulle, d'homogénéité de la distribution des valeurs. Alors, je crois que je l'ai encore le fichier Excel. C'est-à-dire que effectivement, si on s'intéresse à l'année, hein, on aurait pu prendre aussi sur le technicien, hein, on voit bien que la concentration moyenne du polluant est significativement différente dans le premier groupe de celle du deuxième groupe. Alors on voit ici qu'en moyenne, il semblerait que le polluant soit plus important dans l'astière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test unilatéral. Eh bien non, justement, c'est ça que je voulais dire. Ok, c'est pas un test de student qu'il va falloir faire. Je vous donne les deux réponses. Hein. Ça, c'est si on veut aller vite. Il y a trop peu de données pour faire un test de student. Ok, donc bien joué encore une fois, Yanis. Donc on va se dire que si ça nous met sur la piste que tout se passe bien, on va être un peu plus sérieux maintenant. On va faire statistique, test non paramétrique, test de Wilcoxon univarié, d'accord, bivarié, excusez-moi, sinon on ne va pas y arriver. Hein. On va faire, c'est bivarié parce qu'il y a deux variables, hein, il y a le polluant et l'année. Et en option, on va dire qu'on a des différences alors négatives, donc on va faire un test unilatéral, c'est-à-dire que les données de l'année correspondant aux données de Maxime sont inférieures à celles de l'année précédente. D'accord? On fait OK. Et on voit effectivement que l'on obtient une p-value, pardon, c'est l'inverse. Statistique, test non paramétrique, Wilcoxon bivarié, option, c'est positif. Excusez-moi. Voilà, on y arrive. Et on voit effectivement que on obtient ici une p-value excessivement faible, c'est-à-dire qui va en faveur du rejet de l'hypothèse nulle qui constaterait que les deux
moyennes obtenues à l'une année et à l'autre sont égales, au bénéfice d'une hypothèse alternative qui montre qu'il y a une réduction de la concentration par rapport à l'année suivante, ou comme ce que je viens de faire ici, une valeur plus importante l'année précédente que l'année testée par Maxime. Donc oui, le maître de stage de Maxime avait toutes les chances d'être content de ses résultats. Premièrement, il a bien bossé, et deuxièmement, il montre que la pollution commence à se réduire au fil du temps dans la zone de pêche qui nous intéresse. Donc c'est très très bonne très très bon nouvelle, très bonne nouvelle. Mais comme effectivement Yanis l'a si pertinemment fait remarquer, on ne pouvait pas faire autrement que de faire un test non paramétrique de Kruskal-Wallis. Premièrement, parce qu'il s'agissait de concentration et que ces concentrations n'ont pas été, donc c'est des quotients, n'ont pas été mis dans des volumes particuliers, puisqu'on testait ça en microgrammes par millilitre, je ne sais pas, ou par kilogramme de poisson. Hein. Et deuxièmement, parce que on avait un échantillon trop petit l'année X et trop petit l'année précédente aussi. D'accord? J'imagine, Yanis. Bon, écoutez, voilà, on a fait pas mal de choses, hein, vous avez vu. Hein. On est même arrivé à un schéma maintenant assez complet de la situation où je vous ai déjà fait voir tout ce que nous avons pu faire dans cette étude. Et là, le défi 5 est ici, il est corrigé, hein, je vous ai expliqué. Donc, on avait un autre fichier que je vais mettre ici qui va s'appeler F5 et on commence à avoir pas mal d'informations sur notre petit environnement, là, notre zone que nous avons étudiée. Et on est loin d'avoir tout étudié, puisqu'il y a pas mal de suggestions. Et jeudi, nous allons mettre en exergue une régression linéaire pour étudier les métaux lourds qui pourraient être émis par cette usine dans cette rivière. Et ben voilà, j'espère que vous êtes bien que vous avez passé du bon temps avec cette étude statistique. Je vous laisse tranquille. Je mets à jour tout de suite la page des défis. Et puis, vous avez jusqu'à jeudi 14h pour envoyer vos réponses. Vous connaissez déjà les correctrices. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à jeudi pour la dernière séance. Au revoir. Au revoir.